Bonjour à tous. Une petite vidéo un peu improvisée. Ça fait un moment que j'ai envie de parler de ce sujet-là. Hier, le live qu'on fait, Iris des Chroniques du Tarot et Fro m'a un peu inspiré à me lancer. Voilà, pour vous parler un peu plus en détail du coup des animaux, de la façon dont je conçois les choses. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est un contenu que je propose depuis très très longtemps. Il y a vraiment, voilà, c'est un des points focaux de ma pratique et de mon contenu, mais y compris avec la cartomancie d'ailleurs. Je voulais voilà, revenir un peu sur ça. J'ai beaucoup de choses à dire, j'espère que ça ira. Voilà, pour vous livrer des choses, que ce soit de mes recherches, de mon parcours, de mes expériences et de ma gnose personnelle. On va faire un espèce de melting pot, mais j'essaierai d'être le plus précis possible. Déjà, je suis animiste, polythéiste, voilà. C'est vrai que j'utilise souvent le terme esprit animaux, parce que ça fait longtemps que j'utilise plus le terme chamanisme. Quand j'en parle, je parle des chamanismes d'ailleurs, pour parler des formes de chamanisme qu'on trouve à travers le monde, parce que voilà, c'est le mot qui permet de se reconnaître maintenant, parce qu'il a été utilisé comme ça aussi un peu à tort et à travers tout le temps. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ce live d'Iris et de Fro, super intéressant, elles en parlent un peu à un moment donné justement de ça. Et voilà, de l'animisme. Donc, ils considèrent que du coup, tout a un esprit, que ce soit dans ce qui est visible et de ce qui est invisible. Euh, Dans cette pratique, du coup, aussi de spirit work, donc de travailler avec les esprits, qui part du principe, donc moi c'est mon cas, que quand je fais un travail, je relationne et je travaille avec des esprits, notamment de l'invisible et notamment animaux. Et là, du coup, je vais vous expliquer quelque chose que je n'ai jamais expliqué, mais comment je vois ça justement et comment, quand moi je parle d'esprits animaux, de quoi je vous parle en fait. Du coup, je considère que les animaux ont un esprit, mes deux chats ont un esprit. Là, les pigeons qui sont en face sur le bord ont un esprit, etc. Ce sont des animaux de notre plan qui ont un esprit, au même titre que les plantes, etc. Que chaque être humain que vous croisez, voilà, on a tous un esprit. Pour moi, il y a aussi un esprit invisible, intangible, affilié à chaque animal, à chaque espèce. Donc je ne sais pas si on a plusieurs. Ça se trouve, ça peut être des animaux défunts, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'ils sont plusieurs, s'il y en a un seul par espèce. Je n'ai pas la prétention de savoir ça. Mais il y a quelque chose voilà, qui se passe dans l'invisible avec ces animaux. Et c'est ça que je qualifie moi d'esprit animal. On pourrait rapprocher ça du coup de la fameuse notion d'animal totem, où vous pouvez trouver à boire et à manger, qui est un peu trop à la mode aujourd'hui, et à travers le monde. Donc par exemple, si on prend rien qu'aux États-Unis, chez les Amérindiens, en fonction des peuples, des tribus, des fois on a un totem, des fois on en a deux, des fois on en a huit, avec les points cardinaux, le gardien des rêves au-dessus, au-dessous, bref, on trouve énormément de choses différentes sur cette notion-là. Ce qu'on trouve par contre toujours, et qui est un peu le point commun de tout ça, donc il faut savoir que moi dans mon parcours j'ai beaucoup été étudié du coup les formes de chamanisme et comment étaient vus les animaux. Parce que quand je me suis lancé, quand j'ai commencé, c'était ce qui me paraissait le plus simple, le plus abordable. Voilà, comme ça a été dit hier à très juste titre, nous on a un peu perdu malheureusement, on oublie, on a perdu beaucoup de choses de où on vient, mais vous allez voir, j'en parlais après, en fait, à quel point c'est connecté et pourquoi j'utilise plus le terme aujourd'hui. Mais ça fait partie de mon parcours et ça m'a vraiment permis de trouver une vision qui collait à la mienne dans ce rapport animiste au monde, justement, dans ce rapport au monde des esprits et donc notamment aux animaux. Et donc voilà, ces esprits animaux, si on part d'ailleurs de ce principe, il y a aussi un esprit de l'être humain ou l'esprit de l'être humain, il y a aussi des esprits des défunts, bref. Tout ça, de toute façon, joue avec les canaux médiumniques, bien évidemment. Le terme d'ambiance, justement, de Fro est particulièrement adapté, je trouve, pour parler de ça. Et puis en fonction aussi de nos canaux, lesquels fonctionnent ou pas. J'en avais déjà parlé quand j'ai parlé de l'empreinte énergétique du serpent. Moi, c'est vraiment mon canal, enfin tout passe par le corps, mais vraiment, moi, c'est le sens du toucher, le canal physique, vraiment sensoriel par le toucher, qu'il se passe des choses très très fortes pour capter quoi que ce soit d'ailleurs. C'est mon sens le plus fort. Et du coup, ça va beaucoup avec cette notion aussi d'ambiance qui peuvent me traverser et qui me permettent de faire ce travail de reconnaissance. Donc voilà, donc ce que j'appelle esprits animaux, moi c'est ça, ces esprits de l'invisible qui sont des animaux. On arrive au premier, je dirais, principal problème du coup dans tout ça. Ça va être que, là je vous parle de mon expérience et de comment moi je vois les choses, mais parce que c'est vraiment des choses que j'ai pu
me rendre compte à force, c'est que par exemple, moi dans n'importe quel travail que j'entreprends pour travailler avec un esprit, une divinité, autre chose, dès que je me mets dans cette espèce d'état, et ben, beaucoup d'entités, d'esprits qui n'appartiennent pas à, voilà, soit à règne animal, végétal, etc., peuvent utiliser du coup des formes animales pour se manifester à moi. C'est là que le travail d'empreinte il est primordial, mais j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc ça demande aussi de pratiquer, de l'expérience, de connaissances, de beaucoup faire de recherches, de beaucoup lire. Ce qui est très intéressant, et moi qui me pousse dans ce sens-là de cette question d'esprit animal, c'est quand on s'intéresse à toutes les formes de chamanisme à travers le monde, et d'ailleurs quand on va un peu fouiller aussi le passé de l'Europe, on se rend compte qu'il y a certains animaux qui sont présents sur plusieurs continents, qui, à des moments donnés où ces continents n'étaient pas en relation, sont associés exactement aux mêmes choses, à quelques différences près, ont des mêmes ambiances, des mêmes énergies justement, des mêmes vibes, et sur le même animal. Je peux penser au corbeau par exemple, qui est un animal qu'on va retrouver dans beaucoup d'endroits, le loup, le serpent, bien évidemment. Voilà, c'est toujours assez bluffant de voir qu'on peut voir comme ça à travers différents continents, à travers le monde, ce rapport-là avec ces esprits, à quel point ils sont proches, à quel point ils ont des points en commun. Et quand on expérimente aussi, c'est toujours hallucinant quand notre gnose est vérifiée par ce qu'on va après aller étudier et rechercher. L'autre point, c'est que du coup, moi je pars du principe, comme pour les divinités, comme pour tout type d'esprit, qu'on a, c'est ça que je qualifierais moi d'animal totem, même si j'utilise plus le terme non plus, on a une proximité, voilà, en tant que nous, individus incarnés et énergétiques dans ce qu'on est, on a une proximité plus ou moins forte avec certains animaux, donc qui peuvent être très naturels, non conscientisés, dont on ne s'en rend même pas forcément compte. Et puis il y a aussi du coup des animaux qui peuvent se présenter, où la porte peut s'ouvrir par la connaissance justement, c'est ce qui était dit hier d'ailleurs, quand on va s'intéresser à eux. Et les deux volets sont du coup primordiaux pour plein de choses différentes. Je vous parle de tout ça pour que vous compreniez mieux un peu le travail. Quand je vous fais les posts, par exemple, sur les animaux, j'essaye de synthétiser ce qu'on va retrouver, du coup, dans les traditions, dans la symbolique des animaux à différents endroits du monde, dans différentes traditions, etc. Donc ça, je me sers de mes recherches personnelles, de tout ce que j'ai pu lire pendant des années, des livres que j'ai. Et voilà. Je vous ai dit, du coup, je suis beaucoup passé par l'étude des chamanismes. Voilà, que je continue à appeler ça comme ça parce que c'est plusieurs formes et c'est le nom voilà, qu'on utilise le plus couramment pour en parler. Euh, Vraiment centré sur les animaux et puis cette question du monde d'en bas. Et du coup, pendant tout ce moment d'études, etc., c'est le moment où j'ai eu le plus de contact avec le règne animal, les esprits du règne animal. Que ça soit en rêve, que ça soit lors de méditation, lors de voyages, etc. D'ailleurs, moi, je me transforme en un animal, mais je ne dirai pas lequel quand je voyage. Voilà. Donc, voilà, je pose ça pour aussi vous dire que voilà, c'était quelque chose qui parlait très très fort, qui faisait beaucoup de sens. Je trouvais enfin un rapport au monde qui était proche du mien. D'ailleurs, mon végétarisme est rentré dans cette pratique-là. J'étais déjà végétarien et c'est quelque chose de très longue date. C'est pour ça que je vous dis que ça peut ne pas être conscientisé, mais ce truc avec les animaux, moi, je l'ai depuis enfant. Et c'est-à-dire que je faisais des choses qui déjà permettaient de communiquer avec eux sans même le savoir quand j'étais gamin. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, j'observais mon chat et je l'imitais dans ses comportements en marchant sur des murets, en essayant du coup sauter par la fenêtre en me réceptionnant, en grimpant aux arbres. J'imitais mon chat, tout ce qu'il faisait, parce que j'espérais qu'à force de faire comme lui et de reproduire ses comportements, je pourrais me transformer en chat. Voilà où j'en étais quand j'avais genre 8 ans. Donc, pour vous situer l'ancienneté du truc. Et donc ce canal du corps aussi. Et puis, du coup, j'ai eu l'occasion de participer à un stage au tambour. Voilà, par des gens qui se prétendaient, enfin, qui voilà, se sont donné le titre de chaman, mais qui n'appartiennent pas du tout à cette culture-là. Et je vais vous parler de ce qu'ils suivent après, et c'est pas pour critiquer qui ils sont, mais c'est pour vous donner un exemple. Ce voyage au tambour visait à aller, donc c'était en groupe, hein, aller trouver notre animal totem. Moi, j'avais des grosses suspicions sur un depuis très longtemps. Je vous parle de ça, ça a déjà 5 ans. Mais voilà. Donc j'y vais. Bien évidemment, il s'est passé quelque chose de très très fort, de très très puissant.
Et comme c'était mon cas beaucoup à l'époque, parce qu'on est vraiment complètement matrixé aussi par ce principe-là, moi pendant le voyage, j'ai rien vu, tout s'est passé dans le corps. Et j'ai eu l'impression d'être le seul à ne rien avoir vu. Par contre, ce qui s'est passé dans mon corps était absolument hallucinant. J'ai eu l'impression que mes os craquaient, que j'étais en train de changer de peau, d'avoir une queue qui était en train d'émerger de mon bassin. J'étais frigorifié à la fin, j'en tremblais. J'étais vraiment dans un état physique extrêmement chaud. Et du coup, pendant ce voyage et après à la discussion avec les deux chamans qui avaient procédé du coup à ce cercle de tambour, il y a des trucs qui m'ont vraiment perturbé et qui m'ont choqué. En fait, ces deux chamans, je ne m'étais pas renseigné avant, ils suivaient Michael Erdner, la voix du chaman de Michael Erdner, qui est du coup est un anthropologue des années 20 américain qui a étudié les chamanismes à travers le monde, a été du coup voir des tribus en Amérique latine, etc. Machin. Et ce monsieur s'est dit que du coup, tous ces gens-là parlaient exactement de la même chose et qu'il allait créer une voie du chaman où il allait regrouper tout ce qui était pertinent et ce qui ne l'était pas. Bonjour l'homme blanc colonial. Bref, voilà. Bon, j'ai eu l'occasion de lire des passages de ce livre et il y a quand même des choses qui sont intéressantes puisque ce monsieur a quand même beaucoup étudié des choses, mais voilà, il faut vraiment en prendre et en laisser. Et on arrive au point où, vous voyez, où là, on peut vraiment se dissocier par quelque chose qui nous choque. Et ces deux chamans, du coup, parlent à un moment donné, ils nous expliquent, et à un moment, ils racontent du fait que quelqu'un avait perdu le lien avec son totem, qui était donc le chat, que ce lien était complètement perdu, et que, du coup, cette personne, en fait, n'était pas du tout intéressée pour retrouver ce lien. Donc, voilà. Bon, jusque-là, ok, c'était pas son truc, il y croyait pas, ça ne l'intéressait pas, etc. Et donc, ce qu'ils ont fait, ces deux chamans, c'est que du coup, sans le consentement de la personne, ils ont été lui retoucher son lien pour qu'il récupère un lien avec le chat, mais sans son consentement. Donc, ouais, à distance. Donc, ils racontent ça en mode ils sont super fiers d'eux, ça a marché. Le mec a eu des changements de comportement à moitié brutaux, justement, etc. Il s'est mis à avoir des comportements et des envies alimentaires, etc. et tout, sans le savoir. Bref, ils étaient en train de valider ce qu'ils avaient fait, quoi. Moi, ça m'a profondément choqué. Je dis pas, je pense qu'on peut peut-être perdre le lien avec un animal qui en est profondément lié parce qu'on vit dans des sociétés déconnectées. Mais ce principe, sans le consentement de quelqu'un, contre le consentement de quelqu'un, d'aller trifouiller sur ces domaines-là pour recréer quelque chose, alors que la personne avait dit non, c'est quelque chose qui m'a choqué. Donc, je me suis complètement éloigné de ça. Moi, l'expérience en plus que j'ai vécue avait été assez folle et, vraiment éprouvante, même si géniale et après la porte était grande ouverte. Mais voilà, donc je me suis vraiment éloigné. J'ai été me renseigner sur ce Herner, j'ai été lire des choses, donc j'ai trouvé des choses qui sont intéressantes. Voilà, et en même temps, je me suis dit, mais il se prend pour qui et c'est quoi ça? Et là, je me suis dit, en fait, on est en plein dedans. On voit où est le problème du coup de cette appropriation culturelle et de la manière qu'on a de voir les choses quand on parle des chamanismes, nous, voilà, en tant qu'occidentaux et ces gens qui se prétendent chamans. Et puis, dans ce travail avec les animaux, du coup, je ne me suis pas limité à ces traditions-là, j'ai aussi été fouillé dans d'autres choses. Et sachant que moi, je suis historien de formation, qui a quand même son importance, parce qu'il y a des choses voilà, qui m'ont toujours intéressé, notamment sur les chasses aux sorcières, par exemple, etc. Et du coup, donc, je vais voir tout ça et je commence à aller m'intéresser aux animaux dans la tradition celtique grâce à un jeu qu'on m'a offert. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui présente des livres et des jeux sur les animaux que je trouve moi vraiment bien et des oracles. Voilà, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà. Et donc, je vais fouiller et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que chez les traditions celtiques, du coup, dans le monde celte, ce rapport aux animaux voilà, animistes en tant qu'esprit, il est aussi présent. Il est aussi présent, je pense par exemple en Écosse, où on voit que pendant longtemps, les clans étaient associés à un animal, on appelait les vertus et ce qu'incarnait l'animal comme une force au combat, etc. On voit voilà, les rapports qu'on pouvait entretenir aussi les druides avec leur animal, etc. On découvre tout ça, et puis on monte de plus en plus loin, et puis on découvre qu'en fait, nous aussi, en Europe et en Occident, on a eu des rapports comme ça, animistes, voilà, au monde et au règne animal, qui ne sont pas du tout incompatibles. Et je vais arriver au bout, donc je coupe et puis je reviens.
Et donc, c'est à ce moment-là, du coup, bon, sachant que j'avais déjà un peu une pratique sorcière, mais je suis passé par la Wicca quand même à un moment donné. Bon, voilà, mon parcours est ce qu'il est, mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Et voilà, il faut du temps pour réussir à trouver son chemin, sa voie, justement. Et voilà, et aujourd'hui, bon, c'est plutôt clair, je suis animiste, je suis polythéiste. Je fais du travail avec les esprits. Voilà. Et maintenant, bah, écoutez, si ça fait de moi un taré, tant pis. Je le vis plutôt bien. Je suis au clair avec ce que je fais et ma pratique. Et donc, du coup, et puis à ce moment, je me rappelle, c'était un reportage sur France Inter qui parlait des. Il y a eu une super série de 5 podcasts d'1 heure sur les sorcières. Et avec chacun focus sur quelque chose en particulier. J'essaierai de vous le retrouver, de vous mettre le lien. Et puis à un moment donné, donc, il y a un historien qui parle du coup des procès en sorcellerie. Donc, on ravageait l'Europe, des victimes, etc. C'était l'un des épisodes du podcast. Il y a aussi la figure de la sorcière dans la littérature. On voit la sorcière par le prisme du féminisme. Ils ont interrogé des personnes qui se disent sorcières ou qui ont des pratiques sorcières. Voilà, il y a la figure de la sorcière dans la littérature. Bref, ce podcast est vraiment génial, je vous le conseille. Il a déjà quelques années, mais voilà, de 2018, peut-être 2017, je ne sais plus. Bref, je m'égare, je digresse. Et donc, du coup, le, cet historien parle que du coup il trouve une récurrente dans les procès en sorcellerie. C'est que bon, du coup il y a forcément ce truc de plein d'accusations, des personnes qui disent la même chose, de comment elles ont rencontré le diable, comment elles ont été marquées par le diable, etc., qui on le sait aujourd'hui sont des aveux qui ont été faits à cause de la torture. Voilà. Mais qu'on trouve quand même, il y a à peu près, je ne sais plus de mémoire les chiffres, mais dans 10%, lui, de tous les témoignages en sorcellerie qu'il a étudiés, il y a des gens qui, du coup, évoquent vraiment cette notion d'être en contact avec un monde des esprits, cette notion d'être en contact avec les esprits, voilà, des plantes, des défunts, des animaux, d'un rapport vraiment voilà, chamanique au monde spirituel, animiste, très très fort, et que c'est une minorité des procès, mais ça l'avait marqué parce que lui, il n'y croit pas, mais il a quand même trouvé des témoignages qui parlent des mêmes choses dans différents pays d'Europe à plusieurs siècles d'intervalle, avec des personnes accusées de sorcellerie, avec du coup qui semblaient avoir des mêmes pratiques et des mêmes espèces de contacts avec un monde invisible qui n'avait rien à voir avec les aveux qu'on trouve de personnes liées au maléfice. Enfin, vous savez, la marque, le Maléficius, enfin le marteau des sorcières, là, le livre absolument horrible de gens qui disent voilà, qu'ils ont forniqué avec le diable et compagnie. Et c'est à ce moment-là, moi, je sais, je suis un peu dans la détente où j'ai vraiment percuté qu'en fait, ouais, notre pratique sorcière européenne, c'est une pratique ancienne qu'on a complètement perdue, comme le disait Fro hier, mais mais qui est complètement connectée en fait, et qui a un rapport vraiment animiste au monde. Et que dans le spirit work, c'est ça aussi qu'on utilise. Voilà, moi dans ma pratique sorcière, les animaux jouent énormément, évidemment. Et on en vient à ce point, quand je parle des esprits animaux, je parle aussi, c'est un rapport au monde, et ce n'est pas la démarche de l'animal doit servir l'humain, etc. Non, c'est une démarche de respect, de collaboration, d'avoir des apprentissages à pouvoir en tirer, et d'avoir aussi un comportement au quotidien qui soit calibré avec le fait de concevoir ce monde des esprits et de concevoir ces esprits animaux. Et d'avoir aussi conscience que du coup, nos petites préoccupations d'humains, quand on entreprend ce travail-là avec des esprits comme moi, voilà, ces fameux esprits animaux du règne animal, oui, ça nous apprend des choses, c'est des initiations très puissantes sur l'équilibre, sur le rapport au monde, sur la connaissance de nous, mais qui est complètement déconnecté. Enfin, ça n'a pas de sens de caler voilà, travailler avec un animal pour essayer d'obtenir, je sais pas, une abondance financière, par exemple. Pour moi, c'est un non-sens complet. Et on ne relationne pas avec l'animal pour tirer quelque chose de lui. On relationne avec un animal parce qu'il le veut bien, ou parce qu'il se présente, parce qu'on a aussi quelque chose à lui offrir, et quelque chose d'équitable dans cette relation, comme avec les divinités, et tout type d'esprit, quel qu'il soit. Le but est aussi de transmettre un message, par exemple. Moi, ce que j'essaye de faire, par exemple, dans mon contenu à travers mon compte, c'est de revaloriser ces animaux, de le mettre aussi dans un prisme de rapport au quotidien, de rapport au monde,
Comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis végétarien depuis des années maintenant, ce qui peut me poser des problèmes avec certains animaux pour la facilité de connexion d'ailleurs. Voilà, je vais pas vous mentir. Euh, mais voilà, tout ça, tout ça, ça fait partie de cette même démarche de relation, de respect. C'est-à-dire que du coup, je n'irai plus aller m'amuser à acheter un animal de compagnie en animalerie. Je vais plus au zoo parce que voilà. Quand je croise des animaux dans la rue, c'est des potes, je les salue, même si j'ai aucune connexion particulière avec eux. Et voilà, ça va avec une démarche de respect aussi et de revalorisation, et dans une démarche du coup aussi écologique. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire. Je vous parle de tout ça aussi pour vous parler aussi voilà, de la diversité des parcours et de comment aussi on en vient à construire tout ça et à s'affiner aussi, à s'aiguiser au fur et à mesure. Un autre truc que je peux vous citer qui a été hyper important moi, dans mon cheminement, c'est la découverte de Corinne Sombrin, qui était une journaliste de la BBC, qui a été formée par une chamane en Mongolie et qui justement casse aussi beaucoup ce truc des... non, bah, en fait, dans la cérémonie au tambour, elle est rentrée en transe et elle s'est prise pour un loup. Et après, voilà, allez vous renseigner. Elle a fini par retourner là-bas pour être formée par elle, etc. Machin. Et par exemple, cette chamane-là, elle en parle, Corinne Sombrin, c'est une femme qui était capable de rentrer en connexion et vraiment en interaction, et d'ailleurs de changer de forme, de voyager en esprit aussi, avec une trentaine, une quarantaine d'animaux différents. Ce qui montre bien que chaque relation avec un animal est individuelle et se construit, se bâtit. Par exemple, moi j'ai été en contact avec quand même pas mal d'animaux, je considère que j'ai beaucoup de chance. Il y en a très peu dans lesquels je réussis à me transformer en voyage et très peu avec qui j'ai une relation quotidienne. Ça a été vraiment des prises de contact, j'ai côtoyé leur ambiance, voilà, j'ai pu faire ponctuellement un tirage avec eux. Je pense par exemple au tortue. Et donc pour moi c'est aussi une forme de respect de faire un post qui parle d'eux, qui parle aussi de leur situation. On en vient à l'autre point principal et important pour moi, c'est que ce n'est absolument pas déconnecter les animaux tels qu'ils sont. C'est-à-dire que quand on travaille avec les animaux, pour moi en tout cas je trouve, hein, outre la symbolique, c'est primordial d'étudier le comportement de l'animal, comment il se comporte dans son milieu naturel, s'il en a encore un. Comment il chasse, est-ce que c'est un prédateur, est-ce qu'il est chassé, comment... Vous voyez, tout ce genre de notions qui est vraiment super importante. Et de, voilà, en fonction après, en plus de nos festivités, moi ça passe beaucoup par le corps. C'est-à-dire que quand on parle par exemple de la dynamique d'offrande, de respect, moi ça peut être des danses. Voilà, je danse beaucoup, j'ai beaucoup dansé pour certains animaux et avec certains animaux. C'est aller se renseigner aussi sur être une forme de respect, faire des dons aussi, par exemple financiers pour des associations écologiques ou de préservation de l'environnement. Tout ça, ça participe pour moi de cet animisme et de ce rapport aux esprits. Je focus sur les animaux, mais c'est valable sur tout. Et donc, voilà, on a cette chose. Et puis, il y a les animaux qui sont vraiment des alliés, entre guillemets, du quotidien, avec qui on a vraiment une pratique, un lien très fort qui a été tissé avec les années, comme avec quelqu'un. Voilà. Et voilà, aussi avec cette proximité qu'on peut avoir, nous, avec certains animaux, au même titre qu'on a des proximités avec certaines divinités, etc. Par rapport à notre vécu, à qui on est, à ce qu'on incarne. Voilà. Et donc, voilà, je voulais vous parler de tout ça et vous parler voilà, de la multiplicité aussi des formes que ça peut prendre et voilà, quelques noms, quelques auteurs aussi et de la manière, moi, de voir les choses. Et vous voyez, ce qui est terrible, c'est que par exemple, c'est une grosse partie de mon contenu, mais je sais aussi que du coup, puisque j'utilise pas le mot chamanisme, le hashtag chamanisme, des fois j'utilise quand même l'animal totem pour que mes publications soient référencées, même si ça me plaît pas trop. Et voilà. Et tout de suite, ce n'est plus référencé parce que les choses ont été cadrées dans telle chose qui est souvent teinté de beaucoup d'appropriation culturelle, voire de colonialisme, et qui est très difficile après de rendre visible autre. Et voilà, pour nous dire que c'est pas parce que on n'appartient pas voilà, à certaines cultures qu'on ne peut pas d'ailleurs déjà relationner avec certains animaux qui pourtant n'appartiennent pas à nos territoires, et qu'on ne peut pas non plus avoir une pratique animiste respectueuse des animaux, de pratique de travail avec les esprits animaux qui soit saine et qui a été aussi en fait présente dans nos traditions, dans nos territoires, surtout dans une tradition sorcière, en tout cas quand elle s'est déconnectée de la Wicca, etc. Dernier point que je parlerai par exemple sur, c'est la question souvent pour, voilà, et les familiers et les daemons pour moi ne sont pas des esprits animaux.
par exemple. Parce que pour moi, le daemon grec et le familier, c'est la même chose. Voilà, qui n'ont pas forcément des formes animales, mais qui peuvent avoir des formes animales. Et justement, pour moi, ça, ce ne sont pas des entités qui appartiennent au règne d'animal. Ce sont des entités qui peuvent avoir une proximité avec certains animaux, qui vont pouvoir du coup prendre cette forme pour se manifester en fonction, je pense, de nos sensibilités, mais qui, à la base, ne sont pas forcément des animaux, qui sont des entités invisibles, qui peuvent ne pas être nommées ou nommées, qui peuvent appartenir. Voilà, je n'ai pas la prétention d'avoir. Mais je trouve que ça se ressent et ça se ressent dans cette fameuse empreinte énergétique, dans ce processus d'identification. Par exemple, moi, il y a un animal avec lequel, euh, qu'on pourrait appeler, j'aime pas trop le terme familier, on va appeler daemon, puisque c'est une déesse grecque, voilà, qui m'accompagne dans mon travail avec Aphrodite, qui est un animal qui a été demandé grâce notamment à un des rituels du bouquin d'Iriadel sur Aphrodite, justement, et qui s'est présenté. Et ben, je peux vous assurer que cette manière de ressentir l'animal, cette présence, de se connecter à elle, est très différent de la manière que j'ai de me connecter aux esprits animaux. Et d'ailleurs, pour cet animal-là en particulier, j'ai réussi à me connecter à l'esprit animal de cet animal, qui n'est pas, du coup, ce daemon, cet esprit avec lequel je travaille quand je travaille avec Aphrodite, même s'ils ont des points communs, même s'il y a une proximité énergétique, même s'il y a des points d'ambiance similaires. Et on en vient du coup à la dernière notion qui pour moi est fondamentale du coup, pour parler de tout ça, c'est cette fameuse notion d'égrégore. On peut entreprendre un travail avec les animaux en travaillant avec les égrégores des animaux. Chacun fait ce qu'il veut, c'est tout à fait possible. Mais du coup, pour moi, on n'est pas non plus dans cet esprit animal. Du coup, on n'est pas dans ce rapport animiste. On est sur tout ce qu'un animal porte en termes de croyance. J'en ai parlé sur la vidéo sur le serpent et de son empreinte et de l'empreinte énergétique. Par exemple, l'égrégore du serpent, il incarne des choses, tout et son contraire, énormément de choses. C'est un conglomérat de malades, de trucs qui sont liés à comment il est perçu, les choses qu'on en a mis. Il y a à la fois du très négatif, du très positif, il y a beaucoup de choses. Et toucher l'égrégore du serpent, c'est différent de toucher un esprit serpent, d'avoir ce travail avec un esprit serpent, même s'ils peuvent avoir des notions en commun, forcément. C'est le même principe qu'avec les divinités. J'en avais parlé aussi, par exemple, sur la vidéo sur Déméter, en disant que pour moi, l'égrégore de Déméter, il ne devait pas être foufou et oublier beaucoup de parts de son essence. Voilà, c'est toujours la même chose. Tout ça pour dire, voilà, je n'avais jamais clarifié un peu ma posture sur tout ça et quelle était moi ma démarche de travail. Et donc maintenant, voilà, c'est fait et c'est grâce notamment à ce superbe live d'hier de Fro et des Chroniques du Tarot que je vous conseille vivement d'aller voir. C'est super intéressant sur le dernier livre de Fro que je dois me procurer mais que je n'ai pas encore. Et voilà. Donc c'était pour vous parler de tout ça, en essayant de brasser un peu le total et de vous donner un peu aussi des pistes, des sources. Je vous renvoie à la vidéo YouTube si vous cherchez des bouquins ou des oracles qui sont pas mal avec les animaux. Mais voilà. Euh, que dire? Ne pas oublier voilà, que ça peut être connecté très fort à nos pratiques sorcières, à nos pratiques sur le territoire et même à nos pratiques polythéistes. Du coup, je viens de donner la preuve quand je parlais là justement d'Aphrodite et de l'animal. Donc du coup, voilà. Et bien sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. C'est déjà bien fourni, c'est déjà pas mal. Le dernier conseil que j'aurais, c'est de vous vraiment de vous focaliser aussi sur vos points forts. Par exemple, ne pas fixer, comme moi j'ai fait pendant des années, à essayer à tout prix de vouloir voir, alors que je ressentais déjà d'une autre manière très très forte leur présence. De vraiment revaloriser aussi les autres sens. Euh, et c'est vraiment et ce corps, parce que quand on travaille pour moi avec les animaux et les esprits, mais avec les animaux particulièrement, le corps est au centre de la pratique. Et le corps est primordial. C'est un de nos canaux principaux qui nous donne à ressentir l'animal, à le sentir, et qui ouvre aussi la voie à des pratiques justement de transformation, de métamorphose, dans certaines circonstances ou pour certaines choses, pour certains travaux, pour certains voyages. Et voilà, et bien sur ce, je vous embrasse, et puis j'essaye de vous publier ça. Et puis je vous dis à très bientôt, et puis passez une très bonne journée, une bonne fin de semaine. Salut!